Maurice Renet est mon grand invité aujourd'hui dans la grande interview de Smart Tech. Bonjour Maurice. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des politiques publiques du numérique. Vous êtes un ancien membre de la CNIL, engagé depuis quelques années dans la lutte contre la désinformation, notamment à travers votre collaboration à Conspiracy Watch, aussi la cofondation de la Réponse Tech et de l'IA Vera qui vérifie les faits, dont on a déjà parlé dans Smart Tech à plusieurs reprises. Et vous publiez là ce mois-ci ce nouvel ouvrage, La fabrique des récits complotistes, du contrôle mental au laboratoire secret, lexique d'une contre-culture, qui est paru aux éditions Premier Parallèle. Vous avez, je découvre, un goût assez prononcé pour les complots quand même, Maurice. Alors, il y a... Non, mais dès le début, quand même, vous confessez même que vous êtes rentré dans des sphères complotistes, que vous avez commencé en 2007-2008 à avoir été réceptif au contre-récit du 11 septembre. Oui, pendant une brève période. À l'époque, il y a eu des vidéos brillantes qui circulaient, dont une, Loose Change, qui était remarquablement organisée avec un empilement de détails troublants, d'indices, de trucs bizarres. Alors, ça veut dire qu'on peut y rentrer facilement, en fait, dans une sphère complotiste, la vidéo ou dans la croyance d'un complot. Alors, la vidéo est le vecteur de pénétration des récits complotistes. Et autour du 11 septembre, en plus, il y avait quand même c'est vrai qu'il y avait une accumulation de trucs... de faits exceptionnels. Voilà, il y a le côté exceptionnel. Alors moi, ce qui m'avait à l'époque troublé, c'était l'histoire de la troisième tour et les conditions dans lesquelles elle s'était effondrée en quelques secondes. On ne va pas revenir sur cette théorie du complot-là, parce qu'on en a des plus récentes. Voilà. On va essayer de garder du temps pour ça. Ce qui est drôle, c'est que autour de la troisième tour, c'est construit un récit qui est celui de la démolition contrôlée. C'est-à-dire que les tours ne se sont pas effondrées sous le choc des avions, et l'incendie déclenche. Mais qu'en fait, avait été installé préalablement de la dynamite, et que c'est ça qui avait provoqué la chute hyper rapide, notamment une substance qui aurait été la thermite. Oui. Et ce qui est passionnant, je trouve, c'est que c'est l'histoire de ce concept de démolition contrôlée. L'idée, c'est que en architecture, d'ailleurs, ça arrive qu'on provoque la démolition d'un bâtiment. Voilà. Et c'est vrai que l'effondrement pouvait ressembler à un acte délibéré. Ce motif narratif de la démolition contrôlée, on le retrouve réactivé régulièrement chaque fois qu'il y a un grand bâtiment ou un pont qui s'effondre. Par exemple, l'effondrement du pont en Italie il y a quelques années, on a vu ressurgir à la fois le récit et jusqu'à la terminologie, thermite, démolition contrôlée. C'est pour ça que je vous lance là-dessus, parce que vous dites que donc, vous commencez un petit peu à rentrer là-dedans, vous rentrez dans des boucles Insta, et puis finalement, ça devient un poste d'observation pour vous, qui vous permet, parce que je trouve que c'est une bonne introduction, de raconter comment se fabrique aujourd'hui un complot, et de nous montrer effectivement qu'il y a des motifs récurrents. Vous dites finalement, c'est assez peu inventif. Oui. Alors, mon inventaire n'est pas exhaustif. Oui. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est un peu toujours les mêmes histoires qui circulent. On a une illustration quasiment en temps réel avec le hantavirus. Avec le hantavirus, on a vu ressurgir exactement les mêmes motifs narratifs que ceux qui avaient circulé en 2020. L'idée que c'est une opération planifiée, qui avait été orchestrée à l'avance, l'idée que c'est une mascarade ou une opération psychologique ou une opération d'ingénierie sociale, une mise en scène pour, après, provoquer de nouveaux confinements, soumettre la population, la soumettre à un test d'obéissance, éventuellement ouvrir la voie à un nouveau vaccin. Voilà. Donc, alors, vous les avez classés. Et donc j'ai entrepris de les classer. Voilà. C'est ça. Vous avez fait une cartographie, vous les avez classés par aussi à quoi ils servent. Enfin, qu'est-ce qu'ils servent? Qui ils servent?
parmi les émetteurs de récits complotistes, il y a toutes sortes d'acteurs. Il y a des acteurs commerciaux qui ont fait du complotisme une activité monétisable. Il y a des sous-cultures complotistes, des gens qui se réunissent dans des communautés et qui partagent ses convictions ou ses croyances. Maintenant, il y a les appareils de désinformation russes, mais aussi iraniens ou chinois qui recyclent ces récits pour les plaquer sur les événements. Sur le hantavirus, la propagande russe n'a pas été extrêmement créative, mais elle a quand même déployé un récit sur lequel le hantavirus avait atteint les troupes ukrainiennes et qu'on empêchait les troupes ukrainiennes, et qu'elles ne recevaient aucun soin, aucun traitement. Voilà. Donc, il y a un côté aussi très opportuniste dans la propagande russe, qui est de reprendre ces récits complotistes et puis de les plaquer mécaniquement sur les événements. Puis il y a une espèce de sélection qui se fait. Il y a des récits qui circulent plus ou moins bien. Et finalement, les motifs... Il y en a une quarantaine de motifs que j'ai identifiés. C'est ceux qui ont été sélectionnés et qui fonctionnent. Et que donc, c'est comme un répertoire de ressources dans lequel on pioche, dans lequel on puise. Quand un événement... prêt à l'emploi, Oui, c'est prêt à l'emploi, c'est recyclable. Et puis en plus, ces récits fonctionnent soit de manière autonome, isolée, et parfois aussi, ils s'agrègent pour former des récits un peu plus complexes. Donc, alors, vous dites qu'ils sont assez peu inventifs, que ça peut démarrer d'un événement d'ailleurs peu exceptionnel, de pas grand-chose, mais quand même, il y a une partie sur la circulation, l'amplification avec les algorithmes, les réseaux sociaux, mais aussi sur l'arrivée de l'IA générative. Et là, vous dites, ça pourrait devenir de plus en plus créatif, pour le coup, à travers les IA, et de plus en plus compliqué à débusquer. Oui, c'est la question que je me suis posée. Bon... L'IA booste la circulation des récits complotistes à travers la manière d'exploiter les algorithmes. Il y a aussi l'astroturfing, donc utiliser des agents pour amplifier la circulation. Mais je me suis demandé dans quelle mesure il ne pourrait pas améliorer, finalement industrialiser la fabrication de nouveaux récits, et en générant des variantes, des milliers de variantes dans toutes les langues, et éventuellement jusqu'à personnaliser le récit en fonction des profils des individus, leurs profils politiques, idéologiques, religieux, alors c'est une inquiétude qui est, je pense, déjà partagée par pas mal de personnes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous signalez une étude du MIT sur le débunkage et des chatbots qui sont vraiment là pour détruire en fait ces contre-récits, avec la preuve d'une certaine efficacité. Et même à la fin de votre ouvrage, vous dites finalement aujourd'hui on est presque à armes égales entre ceux qui créent ces contre-récits et ceux qui luttent contre la désinformation. Donc vous n'êtes pas si catastrophiste finalement face à cet afflux de contre-récits. Alors, bon, le plus inquiétant dans les contenus artificiels, c'est évidemment les images et les vidéos générées artificiellement, parce que elles ont atteint un degré de réalisme tout à fait incroyable, et que donc, par conséquent, on arrive à ce moment où le doute, que la première réaction, c'est de douter des images. Et que donc, avec l'usage, je pense que les gens finiront par intégrer l'idée que la valeur de vérité d'une image n'est pas dans l'image, mais qu'elle est dans la confiance qu'on accorde à celui qui nous la diffuse, qui nous l'envoie. Oui.
Et à côté de ça, donc j'essaie de regarder la face positive. C'est aussi l'IA, un outil qui permet aussi de traiter une quantité phénoménale d'informations qui est utilisée aujourd'hui beaucoup par les rédactions d'investigation. Donc on a quand même des outils pour se battre. D'ailleurs, nous, dans Smart Tech et dans Smart Cyber, on parle de ces technologies qui permettent aussi d'identifier, de tracer ces contenus pour essayer d'éliminer un peu le doute. Parce que vous dites, si on doute tout le temps, c'est une catastrophe. Alors, il y a des outils comme Vera qui permettent par exemple, de soumettre... recitons-le. Alors, je m'intéressais, si vous voulez, nous raconter quelques histoires de complots, parce qu'il y en a quand même pas mal qui visent les technologies. Oui. Une sorte d'obsession, vous dites, des technologies censurées, interdites. Alors, les récits complotistes, en fait, les motifs, j'ai essayé de les cartographier. Donc, j'ai d'abord identifié les motifs. Les motifs, c'est des petits mantras, des petites routines, des petites histoires, en fait, souvent d'ailleurs condensées dans un hashtag ou un mot-clé. Oui. Donc, c'est des petits récits. D'ailleurs, c'est aussi un lexique, vous nous dites. C'est un lexique on découvre un vocabulaire. Et un recueil, voilà. Oui. Parce que très souvent, ces motifs narratifs sont condensés, encapsulés dans une punchline très concise, quoi. PSYOP, opération psychologique, acteur de crise, opération planifiée, comme ça. Donc, et donc, je les ai classés. J'ai essayé d'identifier les motifs narratifs qui rendent compte des événements, ceux qui donnent une espèce de cadrage narratif qui donne du sens à l'événement, notamment en identifiant des intentions, quel était le projet caché derrière cet événement. J'ai identifié ce que j'appelle les opérateurs de dramatisation. C'est des éléments de décor, de contexte qui dramatisent. C'est les laboratoires secrets, c'est les tunnels, les passages souterrains, c'est le trafic d'enfants sexuels, c'est le trafic d'organes. Donc ça, c'est des éléments qui, intégrés dans les récits, lui confèrent une charge dramatique qui suscite l'horreur, le dégoût, qui suscite l'indignation. Ouais. Et puis, il y a un autre type de motifs qui sont mobilisés dans ces récits. C'est des motifs technologiques qui sont souvent sortis un peu dégainés comme un joker à l'appui d'un contre-récit. Et donc, là, comme ça, j'en recense une dizaine. Il y en a qui sont très connus, comme les chemtrails, ces fameuses traînées de condensation dans le ciel supposées... derrière les avions, hein, ces derrière traces les avions, blanches, voilà, et qui sont supposés disséminer des substances toxiques, chimiques, qui soient... voilà. Il y a les HARP, c'est ce supposé système qui permettrait de contrôler le climat. Il y a un que j'aime bien, c'est le kill switch, c'est le bouton interrupteur. Alors évidemment, des boutons interrupteurs, ça existe. Dans les usines, il y a des boutons interrupteurs. Mais là, le kill switch... le kill switch, en fait, est devenu un récit qui s'applique à toutes sortes de situations. Bon, par exemple, à Barcelone, il y a un an, il y a eu une panne d'électricité. Oui. Il y a eu des récits qui ont émergé, comme quoi c'était un kill switch, que quelqu'un, alors sans forcément identifier que c'était forcément le produit d'un kill switch, donc d'une arme à énergie dirigée, enfin d'une technologie qui permettait de créer un blackout, d'interrompre le financement le fonctionnement des réseaux. Il y a aussi plein de récits autour des voitures connectées qui, à terme, permettraient, par exemple, à la police d'éteindre une voiture, enfin d'interrompre une voiture si les gens n'ont pas payé leurs amendes, s'ils ont commis une infraction. Est-ce qu'on retrouve Elon Musk dans ces théories? Évidemment, Tesla est en première ligne dans ces récits, de même qu'il est en première ligne dans les récits qui attribue à Neuralink, donc son système d'implants cérébraux, qui à terme permettrait d'éteindre un individu. Ou d'éteindre des populations, ou en tout cas, enfin le rôle numérique aussi est suspecté,
d'avoir la capacité de désactiver des personnes, des groupes. C'est le motif du kill switch. Alors évidemment, le kill switch, ça existe. Il y a des États qui suspendent l'Internet localement pour des raisons une période. Il y a tout un débat autour des F-35, des avions américains que l'Europe achète, qui sont suspectés de pouvoir être suspectés. Enfin, il y a tout un débat sur dans quelle mesure les Américains, leurs fabricants, pourraient interrompre ou dégrader leur fonctionnement. Donc, il y a des phénomènes de kill switch. On en parle sur les logiciels américains dans le cloud, de dire s'ils arrêtent de mettre à jour. Et puis autour de l'IA, il y a tout un débat autour de est-ce qu'il faudrait, dans quelle mesure devrait-on imaginer un système qui pourrait interrompre, bloquer une IA si elle devenait trop dangereuse. Donc, en arrière-plan, il y a à la fois des réalités techniques et puis des vraies questions. Mais là, ce qui m'a intéressé dans le motif narratif du kill switch, c'est que il permet d'expliquer. C'est comme un joker qu'on sort quand on veut expliquer un événement. Par exemple, il y a un crash aérien, on peut invoquer le kill switch, comme quoi, par exemple, tel État aurait la capacité à distance de rentrer dans le système de pilotage et de provoquer de prendre le contrôle de l'avion. Oui, voilà. Un crash ou... Et voilà, c'est ça. Vous dites ça m'amuse et tout ça. C'est vrai qu'on voit que vous prenez un certain plaisir à regarder comment se fabriquent ces complots. Comment est-ce que vous-même, à force de les lire, de les traverser, de les consulter, vous ne tombez pas justement, vous dites au début, j'ai été quand même un peu réceptif. Comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce qu'on n'y tombe pas? Alors bon, j'ai été réceptif brièvement. Oui. Non, et par contre... j'ai été au contact d'un proche qui, lui, était profondément imprégné par cette vision du monde. Et donc, pendant des années, en fait, j'ai entretenu un dialogue avec lui où j'essayais de réfuter, de le convaincre. C'est possible ? Sans succès. Non. Sans succès. Je m'y suis pris très mal, puisque j'ai essayé toutes sortes de méthodes. Bon, c'est ce qui m'a... Et grâce à lui, j'ai découvert un continent. Un continent de sites, de blogs, de chaînes YouTube, et c'est ce qui m'a convaincu en 2018, en fait, de commencer à travailler là-dessus. Et ce que je faisais, en fait, je faisais des analyses d'événements. L'assaut sur le Capitole, l'assassinat d'un agent, d'un ex-agent russe, l'empoisonnement, l'assassinat du général Soleimani. Parce que ce qui est intéressant, peut-être une manière de démonter certaines théories, c'est que vous expliquez aussi que les théories ont plusieurs variantes et que parfois elles se contredisent. Oui, c'est l'événement. Alors, si elles se contredisent, comment les complotistes s'y retrouvent ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que on crée du doute au sein même de la sphère complotiste en ayant des théories qui se contredisent. Parce qu'en fait... Est-ce que c'est un moyen de les démonter ? Il y a pas, on emploie de manière rapide l'expression complosphère. En fait, il y a pas on a plutôt des sous-cultures, des communautés... des nébuleuses Vous voulez dire qui elles-mêmes se recomposent et dont certaines privilégient certains types de récits et puis ces récits circulent et il y a une sélection qui s'opère. Par exemple sur le hantavirus, il y a deux récits comme du reste au moment du Covid. Il y a le récit comme quoi c'est une mise en scène que le virus est inoffensif ou qu'il n'y a pas de virus. Oui. Et que donc il est mis en épingle pour provoquer des confinements, pour instaurer une dictature sanitaire, généraliser le pass sanitaire. Donc c'est un premier récit, une première trame narrative. Et puis il y a une autre qui est
C'est une arme biologique qui a été fabriquée. Alors soit elle a été disséminée volontairement, soit elle résulte d'une fuite de laboratoire. Mais vous voulez dire il y a une sélection qui s'opère, par exemple sur le hantavirus. Ces récits ne se croisent pas. Celles qui circulent, non, elles se croisent pas. Elles circulent et il y en a une qui l'emporte. Ouais. On arrive, je suis désolée, Maurice, on arrive à la fin de l'émission. Mais c'est tout ce que vous expliquez dans cet ouvrage, donc on ne peut conseiller que de le lire, parce qu'on n'a pas le temps de tout raconter. Donc cette fabrique des récits complotistes parus aux éditions Parallèles, c'est le grand sujet qu'on a traité rapidement ensemble, mais que vous pouvez lire. Merci beaucoup Maurice Ronet d'avoir été avec moi dans Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart. Je vous dis à demain pour la suite des discussions sur la tech.